Mesdames et messieurs, bonjour. Les vaccinations de routine sont administrées aux nourrissons dans les mois et années suivant la naissance. Ces doses offrent une protection aux enfants contre certaines maladies les plus mortelles au monde. Et pourtant, de nombreux enfants au Bénin ne reçoivent pas tous les vaccins recommandés, souvent par manque d'informations, de sensibilisation ou à cause de fausses croyances. Dans ce numéro de Capital Santé, nous allons démystifier la vaccination de routine, comprendre son importance et identifier les obstacles rencontrés sur le terrain et surtout découvrir les solutions pour améliorer la couverture vaccinale dans notre pays. Pour en parler, nous recevons Dr Landry Coquelet, directeur de la vaccination au ministère de la Santé. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce récit sur la vaccination présenté par Jean Toinko. La vaccination représente une sorte de protection contre certaines maladies chez les enfants. Il y en a de plusieurs sortes. Les vaccinations de routine commencent par être administrées aux enfants dès la première semaine de vie. De nombreuses mamans africaines reconnaissent l'importance de la vaccination pour protéger leurs enfants contre des maladies potentiellement dangereuses. Les campagnes de sensibilisation menées par les gouvernements et les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNICEF ont renforcé la confiance des mères envers les programmes de vaccination. Cependant, certaines mères restent de marbre face à cette question en raison de croyances culturelles ou religieuses. Dans certaines communautés, des rumeurs ou des idées reçues circulent, alimentant la peur des effets secondaires ou des supposées intentions cachées derrière les campagnes de vaccination. Certaines mères hésitent à faire vacciner leurs enfants en raison de la peur des effets secondaires tels que la fièvre ou les réactions allergiques. Bien que ces effets soient généralement bénins et temporaires, le manque d'informations claires sur la gestion des effets secondaires peut renforcer l'inquiétude des mères. Quelques témoignages font même état de perte des fonctions motrices des jambes après une vaccination. Pour d'autres, c'est le cerveau qui aurait reçu un coup à l'issue d'une vaccination de routine. Tous ces témoignages confortent ces mères anti-vaccination en griffe dans leur position. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Alors, nous parlons de la vaccination de routine. Déjà, dites-nous, c'est quoi une vaccination de routine? Alors déjà, merci de nous offrir cette opportunité d'échanger sur la vaccination. C'est vraiment assez intéressant parce que comme on l'a suivi dans le reportage tout à l'heure, il y a beaucoup de fausses informations et nous devons clarifier certaines informations sur la vaccination. Alors la vaccination de routine, c'est le fait de vacciner de façon systématique, donc une certaine tranche d'âge d'enfants en vue de les protéger contre des maladies potentiellement mortelles. Donc c'est une vaccination qui est systématique, qui est administrée dans le cadre d'un programme que nous appelons le programme élargi de vaccination, donc qui cible des enfants qui sont à un certain âge vulnérables pour certaines maladies et pour lesquels, à des âges précis, on doit leur administrer des vaccins. Alors, de quel âge à quel âge parlons-nous? C'est variable d'un pays à l'autre, mais chez nous au Bénin actuellement, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 18 mois au moins. Donc, il y a des périodes sur cette tranche d'âge-là où les enfants doivent recevoir de façon systématique certains vaccins. Nous pourrons revenir sur ces vaccins-là. Alors oui, déjà parlez-nous de ces principaux vaccins administrés dans le cadre du programme élargi de vaccination, spécifiquement au Bénin. Alors spécifiquement au Bénin, en termes de dénomination de vaccins, nous avons actuellement 11 types de vaccins que nous administrons aux enfants, mais qui protègent contre 14 maladies. Donc nous avons déjà le vaccin contre l'hépatite B, la forme pédiatrique, qui s'administre à la naissance. Nous avons le vaccin contre la tuberculose, qu'on appelle communément BCG, bacille de Calmette et Guérin. Nous avons le vaccin contre la poliomyélite, donc qui existe sous deux formes, une forme orale et une forme injectable.
Nous avons un vaccin combiné qu'on appelle le pentavalent. C'est un vaccin qui à lui seul protège contre 5 maladies. Donc la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections à hémophilus influenzae et encore l'hépatite B. Nous avons un vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Les diarrhées à rotavirus, c'est des diarrhées invalidantes de l'enfant que nous avons l'habitude d'attribuer à la dentition. Mais ce n'est pas la dentition, c'est des infections à rotavirus que les enfants ont l'habitude de faire à un certain âge et ils font beaucoup de diarrhée. Donc nous avons actuellement un vaccin contre ça. Nous avons un vaccin contre les infections à pneumocoque qui donne des infections respiratoires souvent aux enfants. Nous avons un vaccin contre la fièvre jaune, un vaccin contre la méningite, un vaccin contre la rougeole. Et depuis l'année dernière, nous avons dans certaines communes de notre pays le vaccin contre le paludisme. Nous allons y revenir. On ne se lève pas un jour pour commencer par vacciner normalement un enfant. C'est vrai qu'à la naissance, vous l'avez dit, il y a un programme qui est suivi. Mais le calendrier vaccinal béninois, comment est-ce que cela se présente? Alors, le calendrier vaccinal béninois, c'est tous ces vaccins que je viens de citer, mais à des périodes précises. Donc, nous allons revenir sur ces périodes-là. Déjà à la naissance, donc en salle d'accouchement, avant même que l'enfant ne sorte de la salle d'accouchement, il y a le vaccin contre l'hépatite B qui se donne sur la table d'accouchement, idéalement. Donc, ou au plus tard dans les 24 heures de vie, parce que cela permet de protéger l'enfant contre plus tard le cancer du foie et les cirrhoses du foie. Donc ça, c'est déjà à la naissance. En plus de ce vaccin qui se donne à la naissance en salle d'accouchement, nous avons le vaccin contre la poliomyélite qui se donne également à la naissance et le vaccin contre la tuberculose qui doit être également donné immédiatement ou pas plus que 2 semaines après la naissance. Après cette série de vaccins qui sont donnés à la naissance, nous avons à 6 semaines de vie, ce qui équivaut à environ 1 mois et demi. Donc le vaccin pentavalent, le vaccin contre les diarrhées à rotavirus dont je viens de parler, la poliomyélite, les vaccins contre les pneumocoques, les infections à pneumocoques. Les mêmes vaccins qui sont donnés à 6 semaines sont donnés à 10 semaines, donc 1 mois plus tard. Ensuite à 14 semaines, donc 1 mois plus tard, plus le vaccin polio injectable qui vient. Et on passe ensuite à 6 mois pour les localités où le vaccin antipaludique est administré. Donc lui démarre à 6 mois, ensuite à 7 mois. Et à 9 mois, nous avons la rougeole, la fièvre jaune et encore le vaccin contre le paludisme. Ça, c'est pour la première année de vie. Quand nous passons à la deuxième année de vie, le rendez-vous est à 18 mois pour le paludisme et la rougeole. Donc, voilà un peu comment s'étalent ces différents antigènes. Mais à quel risque est-ce qu'on expose un enfant qui n'a pas vraiment suivi ce calendrier vaccinal? Un enfant qui n'a pas suivi ce calendrier vaccinal et ces rendez-vous, nous les appelons des enfants incomplètement vaccinés ou sous-vaccinés. Évidemment, ils ne seront pas suffisamment protégés contre les maladies pour lesquelles ils devaient être protégés et ils sont toujours exposés à faire ces maladies-là et à potentiellement développer les complications, voire les décès qui sont liés à ces maladies-là. Alors, au cours de l'année, il y a des campagnes de vaccination qui interviennent. Et cela, ce n'est pas forcément les vaccinations de routine. Comment est-ce que les vaccins-là sont conservés, surtout que ça couvre toute l'étendue du territoire national? Comment est-ce que c'est conservé pour aller jusque dans les zones reculées de Cotonou également? Déjà, merci pour cette question. Effectivement, nous avons un dispositif en place que nous appelons chaîne d'approvisionnement. Parce que les vaccins sont très exigeants en termes de température de conservation. Ils doivent être rigoureusement conservés à des températures comprises entre 2 et 8 degrés pour la plupart. Et pour ça, le ministère de la Santé dispose d'un arsenal d'équipements. Donc nous avons des entrepôts dédiés à la conservation des vaccins qui vont depuis le niveau central, donc depuis le niveau central du ministère de la Santé jusqu'au dernier centre de santé. Et donc nous avons des équipements dédiés que nous appelons des équipements de chaîne. Ce sont des réfrigérateurs qui fonctionnent et qui gardent les vaccins dans ces températures. Lorsque les vaccins doivent être transportés d'un niveau à l'autre, ils sont transportés dans les mêmes conditions de stockage. Si c'est dans des véhicules, nous avons des véhicules réfrigérés dédiés. Si c'est
sur d'autres moyens autres que ces véhicules, nous avons des glacières, des portes-vaccins uniquement dédiés et qui sont conçus de manière à garder la température. Et tout ce dispositif va depuis le niveau central jusqu'au dernier centre de santé où l'on vaccine. Alors, vous avez suivi avec moi dans l'élément les mythes qui entourent la vaccination. Comment dire, ces hésitations de la part des parents, ces doutes qui font que beaucoup de parents n'aiment pas vacciner leurs enfants. Comment arrivez-vous à rassurer ou comment pouvez-vous là maintenant rassurer les parents par rapport à ces craintes-là qu'ils développent? Vous avez bien fait de dire des mythes parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et parce que la vaccination, le principe même de la vaccination, c'est de mettre en place un mécanisme de défense dans l'organisme de l'enfant. Rien d'autre. Tout ce qui se dit autour est totalement infondé. Donc, notre manière à nous de contrecarrer ces mythes, comme vous le dites, c'est de passer la bonne information. Donc, de dire, les vaccins, voilà de quoi il s'agit, voilà pourquoi on vaccine, d'utiliser tous les acteurs qu'il faut utiliser, notamment les acteurs communautaires, les relais communautaires, les autorités politico-administratives, les leaders qui nous aident énormément pour passer le vrai message en vue de déconstruire tout ce qui se montre autour de la vaccination et qui n'est pas du tout fondé. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous observez, je dirais, une certaine évolution par rapport à l'adhésion des parents à la vaccination, surtout à la vaccination de routine, parce qu'on est témoin, le ministère de la Santé fait beaucoup de sensibilisation par rapport à cela. Est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution par rapport à l'adhésion des parents? Il faut dire que nous avons connu une période avant la pandémie de la COVID-19 et une période après la pandémie de la COVID-19. Avant la pandémie de la COVID-19, il faut dire que la question de l'intérêt et de l'adhésion de la vaccination ne se posait pas en tant que telle. Les parents connaissaient le bien fondé des vaccins, ils adhéraient. Vous pouvez vous-même le constater dans nos formations sanitaires, les jours de vaccination, l'affluence était à son comble. Exactement. Et nous n'étions pas en train de discuter de pourquoi il faut vacciner. Il y a eu malheureusement la période Covid qui est venue porter un coup parce que cette période a été propice à la diffusion de messages anti-vax, des messages qui n'ont pas du tout aidé, qui ont accentué les hésitations. Mais fort heureusement, nous sommes en train de travailler à ramener la confiance autour de la vaccination à un niveau où cette confiance était avant la pandémie de la COVID-19. Alors, parlant de la couverture vaccinale dans notre pays, le Bénin, même s'il ne s'agit pas uniquement de ces vaccins de routine, mais également de ces vaccins administrés lors des campagnes vaccinales tout au long de l'année, qu'est-ce que le Bénin fait exactement pour... Déjà, quels sont les obstacles que vous rencontrez par rapport à cette couverture vaccinale-là? Les principaux obstacles, c'est ce que nous venons de dire, c'est ces messages anti-vaccination qui sont totalement infondés et qui déroutent la population. Ensuite, il y a des refus qui sont injustifiés parce que certains refus, vous n'arrivez pas à comprendre comment quelqu'un décide d'empêcher qu'un enfant ait accès à un soin préventif pour lui permettre de grandir et de pouvoir se développer correctement. Donc, il y a des mamans qui enferment pratiquement leurs enfants quand les agents vaccinales. Pour des raisons, parfois on parle de considérations religieuses, on parle de considérations sociologiques. Bref, il y a tous ces aspects-là qui font que certains enfants, à leur détriment, ne profitent pas des bénéfices de la vaccination et pourraient malheureusement subir les effets qui en découlent, notamment tomber malade et développer des complications. C'est les principaux obstacles que nous avons actuellement. Donc c'est ces refus, ces hésitations qui sont vraiment... C'est pas seulement notre pays, c'est une situation qui, même en Europe, vous l'avez remarqué, se développe dans certains pays et empêche l'accès à des enfants à des services de santé qui sont de leur droit. Alors que fait le ministère pour contrecarrer ces messages-là qui sont des obstacles à la couverture vaccinale du pays? C'est ce que déjà nous sommes en train de faire, c'est d'apporter la bonne communication, de rassurer la population, d'utiliser des acteurs du système qui peuvent vraiment toucher
au plus près de la population, notamment les relais communautaires, parce que vous savez qu'actuellement nous avons une politique de santé communautaire où des relais communautaires ont à charge des ménages et doivent, dans leur cahier de charge, communiquer suffisamment avec les ménages, donc d'utiliser ces relais. Les autorités religieuses qui nous aident beaucoup, notamment lors des campagnes, qui nous aident à passer les messages, à sensibiliser. Les organisations de la société civile, il y en a beaucoup qui travaillent dans les communautés pour pouvoir vraiment rassurer et passer le vrai message autour de la vaccination. Alors, nous allons le dire, c'est vrai, il y a des moments donnés, des enfants qui développent des effets secondaires des suites d'une vaccination. On peut parler peut-être d'une petite fièvre qui survient juste après la vaccination. Comment est-ce que les parents peuvent agir dans ces cas? Est-ce qu'il faut consulter ou quels sont les petits conseils que vous pouvez leur donner? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, il peut arriver qu'après la vaccination, il y ait des malaises qui surviennent. Habituellement, c'est la fièvre et la douleur au point d'injection, dans la majorité des cas. Le premier réflexe à avoir, c'est de prendre contact avec le centre de santé le plus proche, parce que nos équipes sont suffisamment formées, suffisamment averties pour gérer ce genre de situation. Ces équipes pourront déjà donner les soins qu'il faut, rassurer les parents et prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir contrecarrer à ces malaises, qui ne sont pas systématiques. Ça arrive au cas par cas. Alors, quelques conseils à ces parents-là qui refusent coûte que coûte de vacciner leurs enfants, qui les enferment carrément et qui disent non, qui ne se feront pas vacciner. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire actuellement? Ce que je peux leur dire, c'est déjà avoir ce genre d'attitude, c'est faire du tort à un enfant. Parce que vous savez que chez nous, la vaccination, c'est un droit de l'enfant. Et c'est comme inscrire l'enfant à l'école. Donc refuser de vacciner un enfant, c'est comme si on lui refusait d'avoir un acte de naissance, d'aller à l'école. Donc on le privait d'un droit qui lui revient. Et donc je voudrais vraiment exhorter les parents à ne pas priver les enfants d'être en bonne santé, de se protéger contre des maladies que je viens de citer. Vous les avez entendues, méningite, diphtérie, tétanos. Un adulte peut résister. Mais un enfant qui n'a aucun système immunitaire fragile, il va malheureusement décéder et nous aurons des taux de mortalité infantile très élevés. Donc c'est conscientiser les parents à pouvoir vraiment permettre aux enfants de grandir en toute sérénité en les faisant vacciner. Alors, il est célébré au cours du mois d'avril chaque année la semaine africaine de la vaccination. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette semaine? Effectivement, il a été institué depuis 2011 dans la région ouest africaine de l'OMS. Cette semaine, chaque dernière semaine du mois d'avril est consacrée à la vaccination. Nous parlons de semaine africaine. Cette semaine a été instituée pour conscientiser tout un chacun de nous sur les bienfaits de la vaccination, sur ce que la vaccination a été pour l'humanité. Il ne faut pas oublier que grâce à la vaccination, nous avons éradiqué la variole. Oui. Nous avons pratiquement éliminé la poliomyélite. Nous en sommes sur le chemin pour la rougeole. Des maladies comme le tétanos sont en train d'être contrôlées. Donc c'est pour rappeler aux uns et aux autres le rôle que la vaccination a joué dans les progrès de l'humanité. Mais aussi pour pouvoir rappeler qu'il n'est pas juste de priver ceux qui en ont droit des vaccins dont ils ont besoin pour pouvoir grandir sereinement. Alors cette année, quelles sont les activités prévues dans ce cadre au Bénin? Les activités prévues, c'est essentiellement des activités de communication, de mobilisation autour de la vaccination. Ensuite, d'intensification de la vaccination de routine, puisque nous en parlons déjà. Donc dans les localités où, comme on l'a dit, nous observons beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès, nous allons travailler à multiplier l'offre des services de vaccination. Nous parlons de rattrapage, de ratissage vaccinaux. Donc multiplier l'offre pour que ces enfants-là soient atteints au cours de cette semaine-là. Parlant de rattrapage justement, depuis l'année dernière, en l'occurrence à l'occasion de la dernière campagne de vaccination contre la rougeole, il est possible de vacciner les enfants de plus d'1 an qui ont raté leur rendez-vous de vaccination. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rattrapage vaccinal et quels sont les vaccins que les enfants en retard peuvent recevoir et jusqu'à quel âge? Effectivement, comme vous l'avez dit, lors de la campagne contre la rougeole de décembre dernier, nous avons saisi l'opportunité pour offrir à tout enfant qui avait raté ses rendez-vous d'1 an ou de 2 ans de venir pouvoir se faire rattraper. C'est ce qu'on appelle le grand rattrapage. C'est une initiative mondiale
et qui est en cours depuis l'année dernière, parce qu'on a remarqué que durant la période Covid, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont restés, qui n'ont pas pu être vaccinés pour des raisons que vous connaissez, fermeture des centres de santé, etc. Et cela a généré dans certains pays des épidémies. Et donc, du coup, pour pouvoir freiner cela au plan mondial, il a été décrété cette initiative qu'on appelle le grand rattrapage. Donc, actuellement, dans toutes nos formations sanitaires, les enfants qui ont de 1 jusqu'à 5 ans, donc qui sont au-delà des cibles habituelles du programme, peuvent se rendre dans les formations sanitaires pour rattraper les vaccins pour lesquels ils n'ont pas été vaccinés. En l'occurrence, le vaccin contre la poliomyélite, le vaccin contre le pentavalent dont j'ai parlé tout à l'heure, la fièvre jaune, les vaccins contre les diarrhées, en tout cas les principaux vaccins que j'ai cités tout à l'heure, ils peuvent aller se faire rattraper. Alors voilà, donc autant d'informations utiles pour détruire le mythe autour de la vaccination de routine, de la vaccination en général, et inviter les parents avec confiance à notre secteur de santé. Merci à vous, docteur. Nous allons marquer une petite pause sur cet élément. C'est une édition particulière pour le Bénin. Elle marque l'introduction des vaccins antipaludiques qui viennent renforcer les nombreux efforts déjà consentis par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé, dans son mot, est revenu sur l'efficacité de ces vaccins. Je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer l'ensemble de la population de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin contre le paludisme et les inviter à ne pas se laisser berner par les esprits mal intentionnés qui circulent des propos à la limite dangereux, sinon assassins, sur les réseaux sociaux pour démotiver et contrecarrer les initiatives pour sauver des vies. Nous avons la chance de bénéficier de vaccins rigoureusement testés, offrant une voie prometteuse vers une protection durable contre cette pathologie dévastatrice. C'est du reste pourquoi je me dois d'exhorter les uns les autres à saisir cette opportunité pour faire vacciner les cibles sus-indiquées, car en définitive, il y va incontestablement de l'avenir de notre communauté tout entière. Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, équité en matière de santé, égalité de genre aux droits humains. C'est le thème qui sous-tend la célébration de cette 17e édition de la Journée contre le paludisme. Une analyse de l'OMS et du Fonds mondial a révélé que les enfants de moins de 5 ans issus des ménages les plus pauvres en Afrique subsaharienne sont 5 fois susceptibles d'être infectés par le paludisme que ceux des ménages les plus riches. L'analyse a également montré de fortes inégalités en fonction du statut économique en ce qui concerne les femmes enceintes vivant dans les zones rurales pauvres. Ce thème nous met au défi, dirigeants, professionnels de santé publique et acteurs communautaires, de veiller à ce que ces droits à la santé soient reconnus comme des éléments fondamentaux des droits de l'homme. L'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination prend en compte les enfants de 6 à 23 mois. Cette cérémonie était également l'occasion de lancement de la quinzaine de mobilisation sociale. Voilà, docteur, vous avez suivi avec nous cet élément. On était le 25 avril 2024, date de l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination au Bénin. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites un an après? Un an après, le bilan est satisfaisant sur plusieurs points. Et déjà sur le point de l'adhésion des populations dans les localités où le vaccin a été introduit, nous avons une adhésion très forte avec des couvertures de première dose, enfin de première dose, donc d'acceptabilité, d'accès aux services de près de 70 à 80%, ce qui est très intéressant pour un nouveau vaccin. Oui. Et ensuite, une autre satisfaction en termes
gestion de tout ce qu'il y avait autour de cette vaccination. Vous vous rappelez, ça n'avait pas été facile. Et tout ce qui avait été prédit sur cette vaccination. Donc je pense qu'aujourd'hui, les parents sont aujourd'hui rassurés que nous avons un vaccin sûr, un vaccin efficace et un vaccin qui contribue, en plus des autres stratégies, à la réduction de la morbidité et de la mortalité. Dans l'ensemble, je pense que ça a été une réussite pour cette introduction. Il y a des défis qu'il faut encore relever, des défis liés au fait que nous en avons parlé tout à l'heure, au respect des rendez-vous, parce que c'est un vaccin qui s'administre en 4 injections, donc sur 4 séries, et c'est pas facile de pouvoir maintenir les parents jusqu'à la 4e injection qui se donne à 18 mois. Donc ça reste encore un travail sur lequel nous mettons des efforts et nous exhortons les populations à pouvoir adhérer jusqu'à la 4e dose. Alors parlez-nous un peu de son efficacité. Est-ce que ce vaccin a vraiment prouvé son efficacité? Vous convenez avec moi qu'avec 1 an de recul, c'est difficile de pouvoir avoir des données quantitatives, pour pouvoir apprécier, mais sur la base des faits empiriques et des retours que nous avons du terrain dans les localités où le vaccin s'administre, on entend dire par les cliniciens qu'ils sentent qu'il y a un léger soulagement en termes de morbidité, notamment dans les périodes de forte transmission du paludisme, que sont les périodes où il y a la forte saison de pluie. L'autre baromètre est lié souvent aux hospitalisations, aux transfusions sanguines et des retours empiriques. On sent qu'il y a un soulagement de plus en plus qui se ressent à ce niveau-là. Le temps nous permettra de pouvoir évaluer avec plus de précision ce que cette vaccination a apporté à la lutte contre le paludisme. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Les perspectives, d'abord, c'est d'aller à l'ensemble du pays. Vous vous rappelez que pour des raisons de disponibilité des vaccins au plan mondial, nous étions restés dans 16 zones sanitaires sur les 34. Actuellement, il y a un peu plus de disponibilité et nous travaillons pour que dans un temps très très proche, nous puissions aller dans l'ensemble du pays vacciner toutes les zones sanitaires. L'autre perspective, c'est d'avoir des couvertures vaccinales très élevées pour les 3e et les 4e doses, pour que les parents maintiennent vraiment la continuité des services jusqu'à finir le calendrier complet de la vaccination et de continuer aussi les autres mesures préventives autour du paludisme pour que vraiment le paludisme ne soit plus un problème de santé publique dans notre pays. Alors, nous sommes dans le mois dédié, si je peux le dire ainsi, à la lutte contre le paludisme, puisque nous célébrons le 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Quelle est au Bénin actuellement la prévalence de cette maladie chez les enfants? Alors, la prévalence, mes collègues du programme national de lutte contre le paludisme sont mieux placés pour avoir les chiffres les plus récents. Mais ce qu'on sait, c'est que la maladie est endémique dans notre pays, donc elle se transmet partout. Elle a une transmission forte. Notre pays est en zone de transmission forte et modérée. Donc ça veut dire qu'on a une prévalence de transmission du Plasmodium falciparum, qui est le germe qui donne le paludisme grave, de plus de 10% presque partout. Donc il y a des zones où la transmission est beaucoup plus élevée, il y a des périodes où elle est beaucoup plus élevée. Donc on a déjà ça. On a des chiffres que plus de 40% des consultations aujourd'hui sont liées au paludisme. La plupart des décès infantiles en milieu hospitalier sont liés au paludisme. Donc ces chiffres-là sont toujours là pour montrer le poids de la maladie dans notre pays. Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous avez un message clé à l'endroit des familles béninoises concernant la vaccination de routine et également à l'occasion de ces mois dédiés aussi bien à la lutte contre le paludisme et également la semaine dédiée à la vaccination? Quel est ce message-là que vous pouvez passer? C'est déjà une bonne coïncidence que la semaine africaine de la vaccination tombe sur la journée mondiale de lutte contre le paludisme et coïncide avec l'anniversaire de 1 an de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans notre pays. Donc on a un triple événement que nous célébrons cette année. Donc c'est de pouvoir exhorter les parents à pouvoir d'une part faire vacciner les enfants pour tous les antigènes de routine dont nous avons parlé, parce que le vaccin est là pour permettre à l'enfant de vivre jusqu'à ce qui commence l'école et de vivre sans séquelles, parce qu'il y en a qui développent des séquelles. Donc continuer à vacciner, respecter le calendrier vaccinal, ça ne coûtera que le temps qu'il faut pour amener l'enfant au centre de santé. Les vaccins sont gratuits, c'est pas payant. Donc vraiment exhorter les parents à respecter et aussi à faire confiance au système de santé, à ne pas suivre ce qui se dit dans les réseaux sociaux un peu partout pour dénigrer
un service de santé qui existe depuis plus de 50 ans et qui a fait ses preuves en termes de protection de la santé des enfants. Pour ce qui est du paludisme, c'est d'exhorter les localités qui sont déjà en train de vacciner à poursuivre, à adhérer encore, et de rassurer les autres localités que d'ici là, le vaccin sera étendu dans l'ensemble du pays. Merci beaucoup à vous, Dr Landry Coquelet. Je rappelle que vous êtes directeur de la vaccination au ministère de la Santé. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Capitale Santé. Nous nous sommes intéressés à la vaccination de routine et au bilan un an après l'introduction du vaccin contre le paludisme au Bénin. On retient que chaque année, grâce au vaccin, des milliers de vies sont protégées contre de maladies graves comme la tuberculose, la rougeole, la poliomyélite ou encore même la fièvre jaune. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.